Bonsoir Alexis Corbière, vous êtes député insoumis de Seine-Saint-Denis. Dans cette affaire, l'affaire de Saint-Brévin, dont Ben Barnier vient de parler, est-ce que vous estimez que l'État a manqué à ses obligations? Manifestement. C'est quand même l'affaire, vous l'avez raconté sans doute moult fois, c'est pas un incident, c'est une multiplication d'incidents. Voitures brûlées, maisons dégradées, et je crois que M. Morez a craqué, si je puis dire, lorsque, même à l'occasion d'une réunion familiale, en présence de ses petits-enfants, il est à nouveau venu se faire insulter, et une absence d'appui, de soutien, etc. Donc, au bout d'un moment, cet homme qui est médecin, il jette l'éponge. Et on l'a vu venir, personne ne peut considérer que c'est quelque chose qui éclate et qui peut surprendre qui que ce soit. Et nous l'avions pointé, me semble-t-il, que je dis nous au sens large. Je sais que notamment... Autant que cet élu il est plutôt diversant. Oui, voilà, il dit divers droite, etc. Mais enfin, je veux dire, la presse en avait parlé, que beaucoup de gens se regroupaient d'extrême droite, d'une mouvance parfois proche de Éric Zemmour, mais qui était diffuse. Proche, les députés Reconquête, les militants Reconquête. Voilà, ils ont clairement appelé à un rassemblement, etc. Bon, alors il y a une manifestation qui aura lieu la semaine prochaine. Il y a un signal qui doit être envoyé. Je vous ai entendu dans le plateau précédent la question de la violence, etc. Je pense que tous ces sujets-là, quand même, il faut regarder que il y a eu 900 faits de... Pardon, je vous ai coupé. 900 faits, on vient d'avoir les chiffres, 900 faits de violence contre des élus au premier trimestre. Ouais, c'est quand même... Non mais attendez, moi je veux pas ramener la chose à moi, mais il y a 2 militants qui sortaient d'un meeting d'Éric Zemmour, c'était il y a quelques mois, sont pris en photo et que l'un des deux était militaire, en train de mimer le fait qu'ils étaient en train de m'assassiner avec Raquel Garrido. On a porté plainte, première condamnation, et puis ils ont fait appel et ils ont été relaxés. Donc là, je continue au-dessus parce que c'est quand même un vrai sujet. Des gens qui sont des militaires, qui se mettent en scène en disant tiens, on tire sur des Arabes, on tire sur Raquel Garrido, on tire sur Corbien. Il y a même le président Macron et ils ont été relaxés dernièrement. Donc ça nous avait surpris. Donc il y a cette violence qui est là. On a un assistant parlementaire de ma collègue Aurélie Trouvé qui s'est fait passer à tabac par une bande hooligan, plusieurs points de suture au Stade de France parce que manifestement il s'en prenait à quelqu'un. Il y avait une espèce de ratonnade qu'il a voulu filmer avec son téléphone. Donc il y a une violence dans la société et il faudrait avoir un regard, comment dirais-je, qui n'est pas à géométrie variable. Hein, je le dis d'autant plus que je devance vos questions. Moi, c'est très clairement ce qui est arrivé au neveu de Madame Macron est inacceptable. Inacceptable. De manière générale, la violence est inacceptable. Et a fortiori, j'entendais tout à l'heure votre invité qui disait attention à pas avoir une relativisation du propos. Mais avouons qu'il y a en plus un côté fou, c'est-à-dire de frapper quelqu'un parce qu'il aurait un lien familial avec quelqu'un qui prend des responsabilités. C'est une logique qui est terrifiante. Et je le dis d'autant plus, moi je suis père de famille, j'aimerais pas qu'on m'attaque, mais à la limite, mais en plus, imaginez que nos propres enfants, notre entourage pourraient être... Ça, c'est inacceptable. Donc ça, c'est clair. Et je crois qu'il n'y a pas de discussion à avoir sur ce point-là. On va en discuter. Maintenant, le problème n'est pas, vous m'invitez pas pour dire je suis contre la violence. C'est nous essayons d'analyser sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Et j'avoue que il y a eu parfois une banalisation d'une forme de violence. Vous parlez, alors soyez plus clair, vous parlez de qui, de quoi? Par exemple. Banalisation de quoi, par qui? Par exemple, on est un grand pays, on nous connaît, on manifeste, c'est mai 68, etc. Il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes, qui portait d'ailleurs en lui-même un bouillonnement, etc. Mais qui a été... Écoutez, le bilan, je crois que c'est 5 mains arrachées, 30 œils éborgnés. On n'a jamais vu ça dans l'histoire sociale. Jamais. D'accord. À tel point que quand on a changé de préfet, désormais c'est Monsieur Nunez, on a vu qu'il y a plus toutes ces blessures. Donc il y a eu un moment... Et là, vous êtes en train de faire ce que vous... Parce que Corinne Laïc, vous parliez du débat tout à l'heure. En termes de dénonciation de violence, on ne fait jamais de oui mais. On dit on dénonce, point barre. On n'essaye pas de dire oui je dénonce, mais il y en a d'autres qui ont la même chose. Cher Manstein, la difficulté c'est que vous ne m'invitez pas pour répéter ce que j'ai dit sur Twitter ou ailleurs. Parce que la discussion est un peu courte. Non, je vous invite parce que j'adore parler avec vous. C'est gentil. Non, mais ce qui est intéressant, après je sais pas si ce que je vais dire sera convaincant, c'est d'essayer de voir les uns et les autres, c'est quoi la séquence dans laquelle on est. Donc nécessairement, il s'agit pas de relativiser, j'ai rien relativisé. Mais vous venez pas chez moi non plus pour que je vous laisse parler sans vous... J'entends bien. Sans vous contredire. Non mais j'espère que... Non mais c'est intéressant parce que si c'est le cas, je me suis mal exprimé. Mais je crois que c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ok, mais alors moi je vais quand même... Ce que j'ai dit, c'est que quand par exemple, lorsqu'il y avait le débat sur une main arrachée, etc., que je voyais sur des plateaux télé, c'était pas chez vous, mais des fois des formes même de responsables policiers, il l'a pas volé, etc., que jamais le ministre de l'Intérieur de l'époque n'a quand même considéré que il y avait des choses qui étaient du jamais vu dans notre histoire. Ça amène à ce que... Bon, ça c'est un premier aspect. Et deuxièmement, je veux pas devancer vos questions. Mais vous allez le faire quand même. La démocratie et la République. Mais la démocratie, c'est la manière de traiter pacifiquement les conflits de la société. Nous sommes tous les deux, nous nous respectons et nous sommes sans doute en désaccord sur plein de sujets.
Et de quoi même, parce qu'on a le verbe haut, peut-être même. Mais il y aura à un moment donné une délibération qui amènera à ce que pacifiquement... Qu'est-ce que vous voulez dire? Allons-y. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que, et on va en parler, l'excellente description qui a été faite tout à l'heure, ce qui est en train d'avoir lieu, notamment à propos de la journée du 8 juin, qui fait suite au fait qu'il y a le 49.3, etc., amène à ce que des gens doutent de plus en plus, à ce qu'il y a une solution... Et donc on frappe. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand Laurent Berger dit... Vous le mettez dans la même phrase. Dans le chapitre sur l'explication de la violence, vous dites, bah voilà, il y a des faits qui que quoi. Non, c'est pas ça. C'est que quand vous avez... Je sors de l'explication insoumise. Un homme comme Laurent Berger, qui annonce depuis des mois au gouvernement de dire il faut que ce soit géré démocratiquement. Sinon, la situation va dégénérer. On va pas s'étonner une fois que ça a dégénéré de dire que c'est pas. Je ne relativise rien. Je demande à ce que la grande tension, Gilles Bornstein, pardon, mais je demande à ce que la grande tension qui existe dans la société, du fait de plein de choses, des inégalités, une angoisse par rapport à l'avenir, une crise écologique qui peut être terrifiante, un non-consentement à l'autorité qui se développe de plus en plus. Voilà. Quand on est responsable politique, on doit comprendre tout ça et essayer d'en faire quelque chose qui, malgré tout, nous amène à avancer, pas par des modes brutaux. Parce que sinon, ça crée un contexte où, au bout d'un moment, voyez, la situation, elle devient à ce que les plus fous... Maintient que vous renvoyez vous les comparez pas, vous les justifiez pas, mais vous parlez d'une violence d'un côté et des modes de J'essaie, cher Gilles Bornstein, je dis pas que vous avez tort. J'essaie d'expliquer quand, par exemple, dans ma circonscription, depuis que je suis élu, j'ai 5 gamins qui sont morts parce qu'ils se poignardent. Non seulement je condamne, et c'est ignoble, mais j'essaie de me dire quel type de société. Et nous travaillons avec les maires pour voir de quel... Donc on relativise pas, on n'explique pas, mais on se dit comment ça se fait qu'un gamin de 13 ans aujourd'hui s'embrouille avec une bande, sort un poignard, qu'est-ce qui se passe? Alors on fait de la prévention, parce que c'est pas seulement le geste qu'il s'agit de la justice, évidemment. Alors je peux... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je comprends. Quand on analyse la société, il y a des types de sociétés qui sont plus ou moins violentes. Je ne peux pas résister à l'envie de vous poser la question. Vous avez théorisé à la France Insoumise la conflictualisation de tout. De faire de chaque objet politique un conflit. Parce que ça a une certaine forme d'efficacité politique absolument indéniable. Est-ce que, puisque vous dites il faut tout pacifier et réfléchir à la façon de faire de la politique, est-ce que ça aussi vous ne deviez pas aussi y réfléchir et vous interroger sur le fait de tout conflictualiser tout le temps? Alors, regardez, là aussi, vous jouez sur les mots. C'est une phrase prononcée par Jean-Luc Mélenchon il y a 11 ans, d'accord? Il faut tout conflictualiser, qui est une stratégie politique. Vous savez très bien ce que je veux dire, donc jouez pas sur les mots non plus. C'est un vrai débat. Mais de quoi on parle? Qu'on a déjà eu de surcroît. Non, mais il y a des contradictions dans la société. Je vais le dire autrement. La politique du consensus peut être en vérité très totalitaire. Parce que il y a des moments, dans une société, on n'est pas tous d'accord. Une société où on est tous d'accord, c'est une société qui ne discute pas. D'accord? Donc arrêtons cette espèce de sirop qui a coulé pendant des années, où tout le monde avait donné le sentiment de dire un peu la même chose. Moi, ça me pose pas de problème, puisqu'on en est là à se dire des gentillesses. Moi, ça nous est arrivé, on se parle, et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on se parle franchement. Le problème n'est pas, donc, il y avait un refus de dire, comment dirais-je, nous sommes d'accord. Non, des désaccords. Mais une société démocratique, c'est à partir de là, il faut qu'il y ait un consentement à l'autorité sur la décision qui est prise. L'affaiblissement, et là, moi, je trouve que la figure, on s'éloigne, mais quelque part on est dans la discussion. La figure du bonapartisme qui se développe de plus en plus, de l'idée que finalement on cherche un grand sauveur tous les 5 ans, etc., nous rend dingue collectivement, nous amène à chercher des choses où après tout, on en vient même à banaliser le fait que les députés peuvent même plus voter sur des sujets, etc. C'est pas bon. Donc, on va y venir. Il y a la responsabilité individuelle des abrutis qui ont frappé Monsieur Trogneux, qui la justice s'en occupe. Faisons attention aussi, parce que beaucoup de gens regardent ça en disant eux-mêmes ils ont subi des violences, à ce qu'il n'y ait pas une justice et une police qui avancent très vite quand il s'agit de choses et qui est moins rapide quand il s'agit d'autres sujets. Les Français sont passionnés d'égalité. Je dis ça parce que c'est quelqu'un de ma circonscription qui me racontait ça. Son fils s'est fait tabasser il y a quelques jours. La police. Que les flics moins diligents. Voilà. Attention à pas donner l'impression qu'il y en a qu'un qui est important et que le citoyen lambda, lui, on s'en fout. Je voudrais qu'on avance. Le 8 juin, vous l'avez évoqué, c'est la grande affaire politique du moment. Le 8 juin, l'Assemblée nationale doit voter une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Elisabeth Borne, à l'instant même, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, a dit que ce n'était pas constitutionnel, que cette proposition de loi accroît une dépense publique et qu'on peut être pour ou contre, qu'elle n'est pas constitutionnelle. Est-ce que vous êtes convaincu que cette proposition de loi est constitutionnelle? Oui. Déjà, oui. À tel point que de toute manière, c'est au président de la Commission des Finances, en dernière analyse. Votre ami Éric Coquerel. Oui, mais il y a un usage. Qu'on comprenne bien. En plus, il y a une révision constitutionnelle. Désormais, le président de la Commission des Finances est un opposant. En fait, n'est pas dans la majorité. C'est Monsieur Sarkozy qui avait fait ça. Tout à fait. Et donc, ça amène à ce que, c'est même Aurore Berger qui l'a dit, il y a une espèce de, je la cite, un droit coutumier à l'Assemblée, où en dernière analyse, ces dernières années, et c'est tant mieux, c'est le président de la Commission des Finances qui donnait son aval pour savoir si nous... Donc, il va dire oui et on va voter. Mais, je veux dire, donc, si on remet ça en cause,
D'accord ? Il y a un problème. Deuxièmement, jusqu'à présent, la jurisprudence, si je puis dire, a toujours été, quand même, le problème, c'est de le gager. Alors, il y a des astuces pour le gage sur le tabac, etc. Mais ça n'a jamais été fait. Aucun texte de gager, riche. Ça veut dire compenser. Voilà. Mais il y a des astuces prévues par la loi. Où on peut dire, bon. Mais revenons à la politique. C'est-à-dire que je mets en garde. Quand même, en dernière analyse, ils arrivent à bloquer par des artifices, en allant chercher des usages qui sont plus les choses. Le fait que s'exprime démocratiquement un grand débat serait une folie qui devrait amener une chose, que cette fois-ci, je vais positiver. Et moi, ça m'intéresse, parce que je suis pour la 6e République. C'est que non seulement on est dans un moment de conflit social, mobilisation classique, mais on est aussi dans un moment où la question démocratique jaillit, et des gens comprennent que le problème n'est pas que notre système économique qu'il faut changer, mais aussi notre mode démocratique. Je suis pour la 6e République, donner plus de pouvoir au Parlement, moins de pouvoir présidentiel. Le présidentialisme, c'est-à-dire un homme qui peut être en conflit avec tout son pays, c'est pas bon. Le fait qu'il n'y a que la manifestation, et puis, si elle n'est pas écoutée, ça reste là. Pour dénouer un conflit, c'est pas bon. Est-ce qu'on peut avoir un droit de convoquer un référendum pour trancher un sujet, etc. On a besoin de ça. Et j'espère franchement que c'est ce qui va nous guider dans la prochaine période. J'aimerais que la prochaine élection présidentielle puisse, je vous l'ai dit tout à l'heure, la recherche du grand sauveur, du grand leader, du grand plus intelligent. C'est fou, ça nous rend dingue, c'est pas vrai ça n'existe pas. Donc je suis pour que démocratiquement le peuple souverain se dise ce qui va pas dans cette affaire, c'est que on élit quelqu'un dans des conditions très particulières, en plus en rejet de l'extrême droite, et à l'arrivée il nous dit non, vous avez pas compris, vous avez voté pour l'intégralité de mon programme et je vous l'impose même si 70% de la population n'en veut pas. Est-ce qu'on peut en discuter positivement et dire que ça c'est un vrai sujet? Et nous on le porte, 6e République, Assemblée constituante. Vous voyez, c'est intéressant parce que dans l'histoire de France, c'est souvent un classique, la question sociale évolue et arrive sur une question démocratique. Le président de la République a lancé la bataille de la réindustrialisation avec, je vous vois, vous êtes content, vous prenez vos notes, avec ce voyage à Dunkerque, si je puis dire, où il a annoncé cet investissement de cette Gigafactory et d'autres investissements. Attirer des entreprises pour fabriquer, qui plus est, de l'énergie propre, est-ce que c'est bien ? Non mais réindustrialiser le pays, c'est bien. Attirer des entreprises, c'est bien. La question, c'est que Monsieur Macron, c'est comme si ce qu'il a fait l'autre jour, c'est comme si un ancien pyromane disait mon grand projet, c'est d'ouvrir des casernes de pompiers. Ok, mais enfin on est en droit de dire Monsieur Macron, mais on vous a vu ces dernières années, vous avez participé à une grande désindustrialisation. Lisez le livre d'Arnaud Montebourg qui raconte comment le conflit qui avait eu lieu sur le dossier d'Alstom et le rôle très particulier qu'a joué... Quand il était ministre de l'économie. Voilà. Donc, il y a un côté... en 2008, on est tombé au plus bas. Depuis, il y a une tendance à la réindustrialisation au niveau européen. La France n'est pas parmi les meilleurs, d'ailleurs, dans cette réindustrialisation. Ça, c'est... Là, manifestement, si les Coréens sont venus, c'est parce qu'on a présenté le meilleur dossier. Non mais qu'ils ont dit. Non mais sur un dossier ponctuel, on peut faire des choses qui sont plutôt heureuses. Mon problème n'est pas celui-là, mais la manière dont Monsieur Macron a fait une interview écrite et en disant en gros, on est en gros les leaders de la réindustrialisation, ça n'est pas vrai. On avait considéré qu'avec le Brexit, il y aurait un effet d'aubaine où certaines entreprises viendraient s'installer en France. Je veux dire, ça va dans le bon sens. Non mais ok, tout ce qu'il a fait avant, c'était mal. Non mais sortons de la controverse. Je suis pour qu'on aille vers la réindustrialisation, la relocalisation de l'économie. Les politiques libérales qui ont considéré que notre seule activité devait être du tertiaire et qu'en gros, les pays émergents allaient être là où on fabrique et nous, on est les plus intelligents que les Chinois, que les Indiens. On s'est planté. Cette mondialisation libérale s'est plantée. Il dit pareil. Donc, oui, j'entends bien, mais sauf que, si vous voulez, on le dit depuis un peu plus longtemps, et je n'ai pas été ministre de l'économie en laissant démanteler le fleuron d'Alstom, qui accessoirement, c'est 3000 emplois qu'on a perdus. Et lors de ce débat-là, c'est pour ça que monsieur ça vous gêne. Enfin, de fait, vous avez raison. Il va sur des thèses que vous avez défendues. Non, mais c'est comme quand monsieur Gabriel Attal prend la parole en disant je vais lutter contre la fraude fiscale. Au lieu de vous en réjouir, on a l'impression que ça vous embête. Non, mais c'est pas ça. C'est que je vois bien comment on est dans un moment. Vous savez, monsieur Macron est un homme intelligent, il fait de la politique. Il veut changer du sujet des retraites et nous dire désormais, je vais m'engager sur le sujet où quand Corbière et ses amis vont être sur les plateaux télé, ils vont m'applaudir. Alors, avant de l'applaudir, j'aimerais juste pouvoir dire, parce que je suis pas un perdreau de l'année, qu'est-ce qu'a fait ce monsieur jusqu'à présent? Il a participé à la désindustrialisation. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement? Choose France, par exemple. Est-ce que vous savez, Choose France, il y a seulement 4 dossiers sur 10, ça avait été 4 sur 10 des entreprises qui sont là sur des projets industriels. Par ailleurs, il y a beaucoup d'argent public souvent qui est mis, ça coûte fort cher. C'est pas ça qui va vous déranger. Non, mais je veux dire, il y a un gaspillage d'argent public et par ailleurs, il y a souvent aussi nombre d'argent qui a été donné à des entreprises qui finit dans des poches des actionnaires dans les dividendes et on n'a pas bien protégé l'emploi. Donc il suffit pas que monsieur Macron nous dise grande idée,
cette fois je vais réindustrialiser ce pays, pour qu'en conséquence je me mette à applaudir. Vous savez que, voilà, vous comme moi, vous êtes un journaliste, et quand quelqu'un vient sur un plateau de télé, vous ne vous limitez pas à sa parole, vous le questionnez. Et ben, je fais la même chose. Regardez ce chiffre, vous allez voir, c'est le taux de chômage en France, 7,1% de la population active. C'est le meilleur chiffre depuis, j'ai calculé, cher Alexis, vous aviez 14 ans. Ouais. Depuis le premier quinquennat de François Mitterrand en 1982. Ça fait depuis 1982 qu'il n'y a pas eu un taux de chômage aussi bas. Est-ce que vous niez que sur le plan économique et social, ça va un tout petit peu mieux? Alors moi, je regarde tous ces chiffres, c'est pour ça que je regarde mon téléphone. C'est qu'il y a quand même, on estime encore 7,5 millions de personnes qui sont sans emploi ou en sous-emploi, selon le rapport du Haut Commissariat de l'Agence France Travail. D'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une contestation sur les chiffres, sur la qualité du travail, quel type d'emploi, des contrats courts qui se généralisent, une ubérisation ou une précarisation de l'emploi. Donc il faut regarder dans le détail, est-ce que nous parlons vraiment d'emploi tel que après on se dit tout le monde a du boulot, c'est pas si simple. Donc attention à l'effet réel tel que nous le voyons. S'il y a un léger frémissement, qu'on est moins dans des chiffres élevés que par le passé, je ne peux que m'en féliciter, mais j'observe que sur nombre de secteurs, notamment des secteurs émergents aujourd'hui du travail, il y a une grande précarisation du travail. Nous menons la bataille, notamment mon ami Leïla Chaibi, députée européenne, et puis même il y a Daniel Simonet qui fait un travail là-dessus à l'Assemblée, sur quelle manière Uber est rentré sur le marché du travail. Donc attention, parce que c'est toujours bien... Il n'y a pas que la quantité d'emplois, mais aussi la qualité. C'est toujours bien d'avoir du boulot, mais si le grand projet, c'est tous ubériser, c'est aussi un type de société qu'on met en place, qui comporte beaucoup de violence, avec moins de cotisations à des organismes sociaux, donc en vérité des gens qui, face aux difficultés, risquent de se retrouver en grande pauvreté. La dernière fois que vous êtes venu, vous nous avez avoué l'air vraiment, on sentait votre tristesse, que vous ne vous parliez plus avec Jean-Luc Mélenchon. Vous vous reparlez? Gilles Bernstein, c'est pas sur des plateaux télé, tout ça, que je peux répondre à ça. J'ai été un de ses compagnons pendant 25 ans, et l'état de mes relations personnelles avec lui, je veux pas en faire un sujet télévisé. Mais vous avez bien compris y compris ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des choses qui doivent être améliorées, mais je veux pas privatiser des désaccords politiques sur une affaire personnelle. J'ai adoré Jean-Luc, j'ai essayé de lui être utile dans des campagnes, mais je garde d'abord les idées. D'accord. Voilà. Je constate quand même que vous le dites. Que ça peut avoir. Je constate quand même que vous le dites au passé composé. Merci infiniment Alexis Corbière d'être venu. Dans un instant, les informer avec Jean-François Aquili, et nous on se retrouve lundi après ce pont de l'Ascension. Merci à tous, très bonne soirée.